Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir le nouvel ambassadeur en poste en Haïti, ambassadeur du Canada, évidemment, Monsieur Sébastien Carrière, qui connaît bien, ou plus ou moins, Haïti, pour avoir travaillé dans le pays au cours des années 2013, de 2013 jusqu'à 2015. Il était encore en Haïti en 2010. Il est en poste à titre d'ambassadeur, il représente son pays et nous sommes contents de pouvoir lui poser quelques questions. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Théodore. C'est un plaisir d'être avec vous et je salue également les auditrices, les auditeurs et les téléspectatrices et téléspectateurs. Vous étiez en Haïti, comme je l'ai dit il y a quelques instants, entre 2013 et 2015. Aujourd'hui, vous êtes là comme ambassadeur. D'abord, qu'est-ce que vous savez d'Haïti? Haïti, c'est un pays qui m'habite depuis ma tendre enfance. J'ai grandi en banlieue de Montréal, entouré d'Haïtiens et d'Haïtiennes. Mon meilleur ami de l'autre côté de la rue était haïtien. J'ai un oncle haïtien. Ma mère a fréquenté un haïtien, donc j'ai aussi un beau-père haïtien. C'est un pays et une communauté de laquelle j'ai toujours été proche. J'ai eu l'occasion de travailler 2 fois sur Haïti depuis le siège à Ottawa. Et maintenant, j'ai l'occasion de venir représenter le Canada dans ce pays. Vous êtes arrivé en octobre et vous étiez dans le Grand Sud, selon ce qu'on a appris, précisément au Caille, qui a été sérieusement touché par le tremblement de terre du 14 août dernier. Qu'est-ce que vous avez vu, monsieur l'ambassadeur? J'ai vu une région grandement affectée, vous le savez mieux que moi, par le tremblement de terre du mois d'août dernier. J'ai rencontré tous les intervenants au CAI, au niveau départemental. J'ai pu visiter aussi plusieurs institutions au CAI, mais également dans la petite commune de Maniche. Ce que j'ai vu là-bas, c'est une communauté 100% affectée par le séisme. Presque toutes les maisons ont été soit détruites ou soit endommagées à un point tel qu'on ne peut plus y habiter. J'ai vu une population qui m'a dit avoir reçu des secours dans les premiers jours après le tremblement de terre, mais qui m'a confié qu'elle se sentait abandonnée depuis. Une population donc qui souffre de la situation sécuritaire. Vous le savez, encore une fois, les secours ne peuvent pas passer par Martissan de par la situation là-bas. Donc, l'aide arrive au compte-gouttes. L'aide matérielle arrive au compte-gouttes. Les travailleurs humanitaires arrivent au compte-gouttes. Les représentants du gouvernement également. Donc, un impact très important pour eux de cette situation-là. J'ai vu une population, par ailleurs, résolue à s'en sortir, une population courageuse. Les gens se sont fabriqués des petites maisons de fortune sur leur terrain. Donc, j'ai vu une communauté qui s'est prise en main, qui a tout fait avec ses moyens, ses propres moyens pour stabiliser la situation, mais qui a besoin maintenant d'une grande assistance de l'État haïtien, de la communauté internationale, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir reconstruire aussi. À quel point vous vous sentez concerné ou préoccupé par les dernières secousses qu'on a ressenties ces derniers jours en Haïti? J'ai lu ce matin un article, une entrevue avec un sismologue qui tentait d'expliquer la situation. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Des tremblements de terre de 4 ou 5 sur l'échelle de Richter à chaque jour. Je ne suis pas sismologue du tout, mais ça me semble très inquiétant. Est-ce que c'est la Terre qui relâche de la pression et ça va éviter un autre tremblement de terre majeur, ou est-ce que c'est un prélude, ou est-ce que c'est des après-coups de celui du mois d'août? Je ne sais pas. Je ne suis pas scientifique. Mais c'est une question qui nous préoccupe grandement, surtout que la région se relève à peine. Donc, j'imagine aussi le traumatisme de ces gens-là, des gens qui ont perdu des pertes matérielles importantes, mais aussi des proches. À chaque fois que la terre se met à trembler, ils revivent le traumatisme. Mais c'est la même chose pour vos compatriotes ici à Port-au-Prince.
quand la terre se met à trembler, le souvenir du 12 janvier 2010 revient au galop. C'est encore la panique. Alors, pour venir droit au but, puisque si je reçois un ambassadeur d'un pays, faut-il bien que je revienne sur les priorités de son pays en termes de coopération. Est-ce qu'elles sont les mêmes, les priorités du Canada, par exemple, par rapport à Haïti? Ou encore, si vous préférez, comment se porte la coopération canado-haïtienne? Je pense qu'elle se porte bien. Je pense que mon mandat s'inscrit sous le signe de la solidarité indéfectible du Canada avec le peuple haïtien. Donc, Canada est là pour Haïti, dans le bon temps, dans le mauvais temps aussi. Ça, c'est important. On est là, on a toujours été là et on essaye d'ajuster nos activités aux besoins de la population. Donc, évidemment, suite au séisme, il y a eu une injection importante de fonds d'aide humanitaire d'urgence au niveau du Sud. Je commence par le Sud. C'est une région où le Canada est très actif. On est actif en santé, en éducation, en agriculture. Donc, à peu près, je pense, c'est à peu près 140 millions de programmes actifs et ou à venir. Bon an, mal an, la coopération canadienne en Haïti, toute enveloppe confondue, tourne autour de 90 millions par année. Donc, c'est le plus gros programme de coopération du Canada dans toutes les Amériques, dans l'hémisphère. On estime qu'on est le deuxième pays bénéficiaire de l'aide canadienne après l'Afghanistan. C'est toujours le cas? Les statistiques en coopération, des fois, ça peut changer d'année en année, mais effectivement, là, Haïti, Afghanistan, c'est pas mal toujours les deux premiers. Il faudra voir avec le retrait récent d'Afghanistan s'il y a une diminution, mais le Canada s'est engagé à continuer d'aider le peuple afghan malgré le retrait récent. Mais certainement le premier dans les Amériques et probablement le premier dans le monde, sinon le deuxième. Je pense que ce qui est important, c'est de retenir, c'est la durée. Notre coopération s'inscrit dans la durée, elle est multiforme. On touche des secteurs prioritaires comme la santé, l'éducation, l'agriculture, la sécurité aussi. On pourra en parler tout à l'heure. Il y a quand même eu un investissement important en sécurité par le passé, puis qui vient d'être renouvelé suite à la conférence de la semaine dernière. Est-ce que le gouvernement canadien n'a jamais évalué l'impact de son aide en Haïti? On évalue constamment l'impact de nos projets. Il y a même une multitude d'informations qui est disponible, des évaluations, des audits qui sont disponibles sur le site web du ministère. Êtes-vous satisfait des résultats obtenus? Comme c'est un programme si vaste et qui s'inscrit dans la durée, évidemment, on est satisfait des résultats dans certains cas, on est moins satisfait dans d'autres cas. Ça, je pense que c'est tout à fait normal dans un pays où on a des activités si importantes. Il y aurait eu des bons coups, il y aurait eu des moins bons coups. Absolument. On est très transparent là-dedans. Toute cette information-là se trouve sur notre projet. Les détails des projets se trouvent sur notre site web. Les évaluations se trouvent sur le site web aussi. C'est beaucoup d'informations. Quelles leçons avez-vous tirées de la crise politique haïtienne depuis votre arrivée dans le pays? C'est une question intéressante. Moi, je suis politologue de formation, donc j'essaie de regarder les choses avec mon chapeau d'ambassadeur, plus que celui de politologue. Parce que je pense qu'il y a dans ce pays des gens qui connaissent beaucoup mieux la politique haïtienne que moi, des constitutionnalistes, toutes sortes d'experts. Vous en recevez régulièrement. Je suis un auditeur fidèle. Et j'aime mieux laisser aux Haïtiens le soin de m'expliquer la situation politique haïtienne. Donc, mon regard de diplomate, mon regard d'étranger, de représentant du Canada, c'est que quand même, il faut le reconnaître, le pays, la situation politique actuelle est assez unique. On se trouve dans une situation qui est difficile. Il ne faut pas se le cacher. Depuis l'assassinat du président jusqu'à maintenant. Moi, je vois un jeu politique, je vois plusieurs accords en compétition pour gérer la transition. Ce qu'on souhaite, nous, le Canada, et ma ministre Mélanie Joly l'a dit clairement à la conférence vendredi dernier, on peut trouver son allocution sur YouTube, notamment, c'est qu'on souhaite un dialogue interhaïtien, un accord des accords, choisissez votre expression, mais on souhaite que tout le monde puisse aller ensemble vers les élections, vers le retour, le rétablissement de la démocratie. On pense qu'il faut être inclusif et on pense qu'il ne faut pas que personne se sente ou soit exclu du processus. Je sais que le Canada investit beaucoup dans la police nationale, mais aujourd'hui, la situation est ce qu'elle est.
laisse à désirer. Monsieur l'ambassadeur, comment vivez-vous la crise sécuritaire qui secoue Haïti aujourd'hui, notamment avec la prolifération des gangs? Vous avez parlé tantôt de Martissant, qu'il faut traverser pour que l'aide internationale ou bien l'aide du gouvernement central atteigne les populations nécessiteuses, notamment dans le Grand Sud. Cette situation sur le plan global, comment vous le vivez? Écoutez, moi, personnellement, je le vis très bien. J'ai une infrastructure de sécurité tout à fait acceptable ici. Moi, ce qui m'inquiète de cette situation-là, c'est l'impact sur Haïti, sur les Haïtiens et les Haïtiennes. On parle de 1000 kidnappings dans la dernière année. Moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui me disent que c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de kidnappings qui ne sont jamais rapportés. On sent que les gens vivent sous une tension permanente. Presque tout le monde que je connais dans ce pays connaît quelqu'un qui s'est fait kidnapper. Ont peur d'être là ou la prochaine. Donc, cette insécurité-là, elle pèse sur le quotidien des Haïtiens et des Haïtiennes. Je pense qu'elle paralyse beaucoup d'activités, qu'elles soient économiques, sociales ou politiques. C'est une situation qui est extrêmement difficile à vivre pour le peuple haïtien. On parle beaucoup de Port-au-Prince, de Martissant, de Croix-des-Bouquets, mais il ne faut pas oublier que même dans certaines autres villes du pays, il y a une tension aussi au niveau sécuritaire. Donc, c'est pourquoi on a fait de cette question une des priorités de la conférence ministérielle de vendredi dernier, parce que sans un rétablissement minimal de la sécurité et une réduction du sentiment d'insécurité des gens, il va être très difficile d'aller aux élections. Au cours de cette réunion, justement, vous avez fait des annonces de fonds disponibles pour la police nationale. Or, vous avez déjà décaissé plusieurs millions. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir l'orientation de l'aide à la police nationale? Puisque quand même, c'est la police qu'on avait jusqu'à récemment, qui était donc la seule institution chargée de sécuriser le pays. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui, la prolifération des gangs. Est-ce que vous réfléchissez à orienter sur une possibilité de revoir l'aide ou encore sa canalisation? Oui. C'est une question importante. On est toujours en train de réfléchir et de réviser comment trouver les meilleurs leviers, les meilleurs projets, la meilleure façon d'aider Haïti. Je sais que la PNH vit de grandes difficultés présentement, mais je pense que nos investissements passés ont quand même aidé la PNH à faire son travail. Je sens une PNH qui est peut-être un peu dépassée par les événements, mais je vois aussi une PNH qui réussit à repousser les gangs sous certaines opérations de temps à autre. Donc, je pense qu'il faut continuer d'encourager la PNH, qui fait un travail très difficile, mais bon dans les circonstances. On a historiquement appuyé, par exemple, l'Académie de police. Donc, ça, je pense, c'est un investissement vraiment sur le long terme qui continue de porter fruit aujourd'hui avec la formation des cadres, avec les nouvelles recrues aussi à l'école de police. On doit donc renforcer encore davantage la police haïtienne. Il y a des projets qui ont été annoncés cette semaine pour 50 millions par le Canada, des projets qui se font directement avec la PNH, avec différents partenaires. Il y a aussi du travail qui est fait présentement aux Nations unies, ici à New York, pour imaginer un basket fund, un fonds panier multidonateur qui pourrait être ensuite géré ici par les Nations unies, auquel plusieurs pays pourraient contribuer, pas seulement les pays comme nous qui sommes ici sur le terrain. Ça aussi, c'est des projets qui vont aller à renforcer la PNH. Pour nous, la solution passe par la PNH. Uniquement par la PNH, en fait, la communauté internationale ne parle que de la PNH. Or, il y a une autre force, il y a l'armée d'Haïti. Pas un clin d'œil à cette force-là, pourquoi? Nous, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement de la PNH. On n'a pas été saisi de demande d'aider l'armée haïtienne. On pense que c'est un problème de police, les gangs. Si le gouvernement haïtien veut nous proposer une approche différente, on est toujours là pour écouter. On a parlé de la police nationale, de la sécurité, mais le premier ministre actuel avait annoncé que cette année-là va être une année électorale.
est-ce que vous pensez dans les conditions actuelles, on peut tenir des élections en Haïti? Écoutez, encore une fois, il y a des gens beaucoup mieux informés que moi qui peuvent venir sur votre plateau répondre à cette question-là. Moi, je fais des observations. Mon observation, c'est que la majorité des acteurs disent que dans la situation sécuritaire actuelle, il serait difficile de tenir des élections cette année. Je ne pense pas qu'il serait sage, et puis là, c'est peut-être le politologue qui parle, je ne pense pas qu'il serait sage de tenir des élections dans des conditions où la sécurité ne s'est pas améliorée et on se retrouve avec un taux de participation anémique et la légitimité du gouvernement, du président ou de la présidente qui serait élu est immédiatement questionnée avant même la prise de fonction. Je pense avoir entendu des acteurs politiques de tous les côtés, de toutes les familles politiques, dire la même chose. Mais la solution appartient aux Haïtiens, la décision appartient aux Haïtiens, pas à la communauté internationale. Si le premier ministre et son gouvernement peut s'entendre avec d'autres acteurs politiques, avec la société civile, avec les intérêts économiques, pour un plan consensuel, inclusif, qui permet au pays d'aller vers des élections cette année ou l'année prochaine, la communauté internationale, je pense, va être là pour accompagner ce plan-là, mais pas pour imposer un calendrier, quel qu'il soit. C'est le message qu'il faut retenir de la conférence ministérielle de vendredi dernier. Ma ministre, Mélanie Joly, a convoqué cette conférence et la communauté internationale a répondu présent. Des acteurs régionaux, des acteurs internationaux de l'Europe, la France, par exemple, ont répondu présent à des niveaux, au niveau ministériel. Donc, moi, j'ai assisté moi-même à la réunion. Il y a des parties qui ont été rendues publiques, les discussions au début. J'ai rarement vu autant de ministres dans une réunion virtuelle comme ça, non seulement se présenter, mais en plus rester là, à l'écoute, dialoguer pendant la durée de la conférence. Qu'est-ce que ça traduit? Pour moi, ça traduit de l'intérêt de la communauté internationale pour Haïti, vous pensez? Pour moi, c'est un signe clair que la communauté internationale est disposée à accompagner Haïti, à accompagner des solutions haïtiennes vers le retour de la démocratie. Sur le plan bilatéral, qu'est-ce qu'Haïti peut espérer du Canada dans la perspective des élections? Donc, nous, on est prêts à accompagner ces élections-là. On l'a dit par le passé. Si, encore une fois, il y a un plan inclusif qui est mis sur la table, toutes les parties prenantes sont au rendez-vous. Il va nous faire plaisir, si le gouvernement haïtien en fait la demande, si Haïti nous le demande, de répondre présent. Dites-nous, monsieur l'ambassadeur, en quoi des réunions comme celle qui s'est tenue récemment, présidée par la ministre canadienne des Affaires étrangères, peuvent-elles permettre de résoudre la crise? Vous faites allusion, depuis le début de l'interview, vous faites allusion à plusieurs reprises à ces discussions-là, et vous vous en réjouissez apparemment, puisqu'il y a eu tellement de ministres des Affaires étrangères présents. En quoi, selon vous, ce genre de rencontres peuvent aider à résorber ou encore à résoudre la crise qui traverse le pays actuellement? Je pense qu'au niveau diplomatique, des conférences comme celle-là servent à cristalliser des intentions. Donc, on a un moment dans le temps où les ministres d'une trentaine de pays et les dirigeants d'institutions, d'organisations internationales s'assoient autour d'une même table, virtuelle cette fois-là, pour signifier leur appui à un processus de solution, un processus d'avancement des dossiers haïtiens par les Haïtiens. Donc, il y avait 3 thèmes principaux à la conférence: la sécurité, la situation politique et la situation humanitaire. La discussion a porté sur ces 3 thèmes-là. Et dans tous les cas, ma ministre, mais également les autres ministres présents, ont exprimé leur souhait, leur profond, d'accompagner Haïti, reconnu la gravité de la crise, notamment sécuritaire, leur disposition à aider, à donner un coup de main, mais aussi leur attente que les acteurs politiques haïtiens et sociaux et économiques vont se rassembler et proposer des solutions politiques qui vont nous permettre ensuite d'accompagner sur des questions sécuritaires et humanitaires. Êtes-vous optimiste, monsieur l'ambassadeur, quant à une issue à cette crise, à la crise politique actuelle? Moi, je suis optimiste de nature. Je refuse le défaitisme, peu importe le dossier. Beaucoup de gens me disent « Ah, on est incapable de s'entendre, on n'y arrivera pas. »
regarde l'histoire, puis on a un exemple pour chaque proposition, un exemple d'échec. Moi, je crois fermement à la capacité du peuple haïtien de se relever d'une crise comme celle-là. Je pense qu'il faut regarder l'histoire de ce pays. Je pense qu'il faut regarder ce qui s'est passé il y a 200 ans, où des esclaves ont pris un système économique mondial qui était basé sur l'exploitation d'une personne par une autre. On fait une révolte, ils l'ont brisé comme ça. Ensuite, ils ont repoussé nul autre que Napoléon, et ça continue. Tous les obstacles que le peuple haïtien a dû franchir, catastrophes naturelles, on pourrait en parler aussi, le peuple haïtien réussit à relever. Donc là, on est dans une crise politique. Je refuse d'accepter que les Haïtiens ne sont pas capables de s'en sortir, et je rencontre, moi, en privé, la plupart des acteurs et actrices de cette cause. Et je vois partout, oui, des politiciens, des gens qui ont des intérêts, tout ça, c'est normal. C'est le jeu politique, c'est la même chose au Canada, c'est la même chose ailleurs. La politique, c'est la politique. Mais je vois aussi beaucoup de gens de bonne volonté qui ont l'intention de travailler positivement pour trouver des solutions. Donc ça m'encourage. Est-ce que la tenue de ces réunions signifie que le Canada tente en quelque sorte de prendre le leadership des efforts internationaux pour mettre fin à l'instabilité croissante du pays? Je pense que le Canada a toujours eu un rôle de leadership dans ce pays, par les relations très proches qui animent les deux pays. Je pense que ma ministre voulait envoyer un message politique clair à ses collègues à l'international pour s'assurer d'une mobilisation à un moment clé de l'histoire haïtienne, à un moment clé de la crise politique qu'on vit depuis quelques mois. Après, leadership canadien, je pense que Haïti a besoin de tous ses partenaires et amis pour les accompagner. Mais ce n'est pas le Canada qui va régler les problèmes d'Haïti. C'est Haïti qui va régler les problèmes d'Haïti. Et puis nous, après, on est là pour aider. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Nous vous invitons à observer avec nous cette courte pause et puis on va revenir pour d'autres questions. Merci encore une fois pour votre disponibilité. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Je rappelle notre invité ce matin, l'ambassadeur du Canada en poste en Haïti, Monsieur Sébastien Carrière. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Je rappelle notre invité, l'ambassadeur du Canada, M. Sébastien Carrière. Merci encore une fois, M. l'ambassadeur. Merci à vous. Pour enchaîner avec la crise politique, je m'en voudrais justement de ne pas vous demander, est-ce que votre pays serait prêt à jouer le rôle de médiateur entre les acteurs, par exemple? Écoutez, nous, on est prêt à considérer toute demande qui nous sera formulée. La question que je me pose, c'est est-ce qu'un acteur international, et que ce soit le Canada ou un autre, est le mieux placé pour servir de médiateur? Je pense que, on le constate cette semaine, il y a des négociations, il y a du dialogue, il y a toutes sortes de rencontres. Les différents accords se parlent. Si jamais quelqu'un souhaite une médiation canadienne ou autre, il nous fera plaisir de répondre présent. Mais moi, je pense qu'il faut s'assurer que la solution vienne des Haïtiens et des Haïtiennes. Et je ne voudrais pas tomber dans un processus où il y a une médiation X, Y, Z, que ce soit nous ou d'autres, et après, on fait un plan, puis là, ça devient la solution X à la crise. Moi, je veux que le X, ça soit haïtienne. Si l'on doit laisser la crise politique ou encore Haïti momentanément, je vous demanderai, Monsieur l'ambassadeur, comment se positionne le Canada dans l'affrontement de l'armée que mènent les États-Unis, la Chine, et la Chine notamment dans la Caraïbe? Sur ces questions-là, le Canada s'est retrouvé, vous le savez, un peu entre l'arbre et l'écorce avec le kidnapping, j'appelle ça un kidnapping, des deux Michael, dont mon collègue Michael Spavor, qui était un diplomate qui était en congé sans solde et qui s'est retrouvé pendant plusieurs années dans une prison chinoise, suite à l'arrestation de Mme Meng Wanzhou à Vancouver. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement du Canada sur les questions Chine, mais je peux vous dire que nos relations avec la Chine sont devenues extrêmement compliquées
pendant cette affaire. C'est des questions que nous prenons au sérieux. Les 2 Michael ont été libérés à la fin de l'année dernière et nous nous en réjouissons. Nous avons mené un effort international considérable pour arriver à ce résultat. Et nous souhaitons éviter des épisodes similaires à l'avenir. On revient en Haïti, On revient en Haïti. puisque vous avez parlé de prison. Le Canada avait financé la construction d'une prison, justement, et à la Croix des Bouquets. Pourquoi le Canada a financé la construction d'une prison en plein centre-ville? Donc, à l'époque, moi, j'étais pas présent au dossier. Je sais que ce projet-là s'est fait en collaboration avec les autorités compétentes à l'époque. Je parlais tout à l'heure de bons coups et de moins bons coups. Peut-être que la prison aurait dû être construite ailleurs. Je ne suis pas au courant des tenants et aboutissants de la décision de la mettre là ou pas. Mais effectivement, il faut pas hésiter à soulever ces questions-là pour ensuite faire mieux la prochaine fois. C'est pareil pour la prison des femmes à Cabaret, à quelques mètres justement de la route nationale. Vous êtes au courant? Absolument. Ouais. Et... Il y a des gens qui m'ont aussi parlé de la localisation de l'hôpital des Gonaïves. Des gens qui pensent que c'est une bonne idée de l'avoir construit où il est, d'autres qui considèrent que c'est une moins bonne idée. Encore une fois, ça fait partie, avec un programme si vaste et multiforme, des leçons qu'on doit apprendre des projets passés. En toute transparence. Merci. On parlait tantôt de votre visite dans le Grand Sud après le 14 août. Et je sais aussi que vous étiez en Haïti après le 12 janvier. En fait, j'étais à Ottawa. Je faisais partie de l'équipe de la cellule de crise qui gérait la réponse aux tremblements de terre depuis Ottawa. Le Canada avait lancé un programme de regroupement familial après le séisme de janvier. Est-ce que ce programme a déjà pris fin? Oui, ce programme-là était spécifique à cet événement-là. Donc, présentement, il n'y a pas de programme spécial. Il y a quand même un volume important d'immigration, de regroupements familiaux entre les 2 pays. La crise de la COVID a ralenti beaucoup l'approbation de ces dossiers. Mais nous, on travaille très fort ici et avec notre centre régional qui est au Mexique et avec nos collègues au Canada pour essayer de rattraper ce retard que la pandémie nous a imposé pour pouvoir rassembler les familles le plus rapidement possible. C'est la même chose pour les adoptions internationales aussi. Et justement, depuis certain temps, il n'y a plus de vol entre le Canada et Haïti. Plusieurs raisons ont été évoquées. La question de l'insécurité, Covid et autres. Pouvez-vous nous dire, monsieur l'ambassadeur, quand est-ce qu'on aura une certaine normalisation? Je pense que je suis obligé de vous corriger parce qu'il y a des vols présentement entre Montréal et Port-au-Prince. Depuis quand? Tous les mercredis. Air Transat a repris les vols depuis déjà un bon bout de temps, depuis le printemps dernier, je pense. Donc, moi, je suis arrivé sur les ailes d'Air Transat. Les vols sont tous les mercredis. Parfois, selon la demande, il y a aussi un vol le dimanche. Donc, Air Canada venait aussi à une certaine époque, vous le savez. Ces vols-là sont suspendus de par la baisse de la demande, mais Air Canada pourrait recommencer à voler si les conditions le permettent. En fait, si c'est une décision commerciale. Donc, pour faire voler des avions, il faut avoir des passagers. J'en profite pour souligner que Air Transat met tout en son pouvoir pour assurer ce pont entre notre diaspora au Canada, qui est très nombreuse, vous le savez, 160 000, et le pays. C'est un lien aérien extrêmement important et précieux. Et on apprécie beaucoup qu'Air Transat poursuive les opérations malgré les difficultés. J'en reviens encore à la réunion de vendredi dernier. Des voix s'étaient élevées contre la présence du Premier ministre Ariel Henry. Est-ce que le gouvernement canadien avait pris en compte des recommandations formulées notamment par le sociologue Frédéric Boiron? J'ai entendu ces voix. Alors, vendredi, on était dans un exercice de diplomatie. Donc, une conférence diplomatique avec des gouvernements autour de la table. On a donc invité, évidemment, le gouvernement d'Haïti en la personne du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères. J'ai moi-même, personnellement, assuré des rencontres tout de suite après avec les autres acteurs politiques, avec les acteurs sociaux, pour leur partager un maximum d'informations sur la conférence.
Donc, il y a les discours de la ministre, il y a un résumé qui a été publié, les listes d'invités, etc. Donc, on a été le plus transparent possible. Et moi, j'ai partagé la teneur des discussions avec les autres acteurs politiques, avec la société civile également, depuis, dans des rencontres qui ont été organisées ici. Et je continue de le faire. Et si toute personne est intéressée à un débriefing, je suis disponible. Les États-Unis, monsieur l'ambassadeur, avaient voté la loi HOPE puis HELP qui permet à ce pays d'importer en franchise un quota de vêtements en provenance d'Haïti. Quant à la loi HELP, elle a pour objectif de prolonger jusqu'à 2000. Elle avait alors pour objectif de prolonger jusqu'à 2020. Est-ce que le Parlement canadien ne peut pas voter une loi similaire? On a encore mieux que ça au Canada. Tous les produits haïtiens, sauf le lait et les œufs, tous les produits haïtiens sont exemptés de douane au Canada. Donc, c'est une initiative qu'on a prise il y a déjà une dizaine d'années. J'ai peur de me tromper, mais il me semble que c'est une dizaine d'années. Donc, il est... Et ça me surprend, j'ai encore beaucoup de gens qui me posent cette question-là. On avait fait un petit battage publicitaire à l'époque. Je pense qu'on va devoir faire un autre battage publicitaire pour rappeler. Savoir. Oui, parce que là, ça fait longtemps, les gens ont oublié. Mais effectivement, il est très avantageux pour des produits haïtiens d'être exportés au Canada. Et j'ai personnellement, moi-même, parmi ma famille, mes amis, non seulement dans la communauté haïtienne, mais au-delà, qui seraient très friands de retrouver toutes sortes de produits haïtiens sur les tablettes. J'apporte du café, moi, à chaque fois, et je fais des heureux avec du café haïtien. On trouve déjà d'autres produits comme le rhum barbancourt sur nos tablettes, mais je pense qu'il y a plein de bonnes choses qui sont produites ici qu'on pourrait trouver au Canada. Monsieur l'ambassadeur, sur le plan culturel, quelle forme que prend la coopération canado-haïtienne? On a un modeste programme de coopération culturelle, très modeste, malheureusement, mais quand même présent. On a l'habitude d'accompagner notamment le Festival de jazz de Port-au-Prince, Pape Jazz, qui a été reporté, je pense, cette année, malheureusement, dû à l'insécurité. Mais quand ça reviendra au menu, on va être là pour accompagner Pape Jazz. On essaie de prendre le plus possible d'initiatives. La culture, c'est un élément important des relations entre nos deux pays. Je pense qu'on peut être fier, en tant qu'Haïtien et Canadien, d'avoir produit rien de moins qu'un immortel en la personne de Denis Laferrière. Mais je pense qu'on peut aussi être fier en tant qu'Haïtien et Canadien de tous les autres artistes et artisans canadiens et haïtiens qui ont réussi ici au Canada, mais sur la scène internationale également. Est-ce que les universités canadiennes continuent de recevoir des étudiants haïtiens? Oui, absolument. Absolument. En matière d'immigration, monsieur l'ambassadeur, pourquoi le Canada est aussi rigide vis-à-vis des Haïtiens? Le Canada, je ne sais pas si on est particulièrement rigide envers les Haïtiens ou envers une autre nationalité. Oui, on a des processus assez clairs et assez stricts pour l'immigration, mais il y a toutes sortes de programmes qui sont disponibles. Encore une fois, il faut trouver les informations sur le site web de l'ambassade. Je suis conscient qu'il y a énormément d'informations, et puis parfois, moi-même, je ne vous le cache pas, j'en perds mon latin. Donc, il faut prendre le temps de tout regarder. Il faut faire très attention à la fraude. Ça, c'est un message important que j'aimerais laisser à vos auditrices, vos auditeurs. Il y a énormément de gens qui tentent de frauder, de frauder vos compatriotes en leur proposant toutes sortes de programmes qui n'existent pas. Donc, j'encourage les gens, s'ils reçoivent une offre d'emploi pour le Canada, par exemple, ils peuvent nous écrire à l'ambassade. Il y a même une adresse spécifiquement pour ça qu'on peut retrouver sur le site web de l'ambassade. Et nous, on peut valider l'offre, ou pas, si c'est une fausse offre. Il faut faire extrêmement attention aux fraudeurs. Il faut faire attention aussi... Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a chaque jour. On trouve des nouveaux subterfuges, des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je demande aux Haïtiennes et aux Haïtiens, c'est si on vous fait une offre d'emploi, on vous dit qu'on peut vous faire immigrer au Canada par un processus accéléré ou quoi que ce soit, venez vers nous, venez vers notre site web, envoyez-nous un message. L'adresse est sur le site web. Et puis nous, on va vérifier, on va valider cette offre-là. Si quelqu'un vous demande de l'argent, ça devrait tout de suite faire aller une petite alarme là, dans votre tête, parce que généralement, cette personne-là peut être en train d'essayer de vous détrousser. Donc, vérifiez avec nous. Il y a énormément d'informations sur notre site web, mais il y a vraiment une adresse email où on peut écrire et puis faire valider ou pas. La liste des représentants autorisés
des avocats en immigration autorisés. Tout ça est disponible sur notre site Web. Mais je sais que c'est difficile. Il y a énormément de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Encore une fois, revenez vers nous. Est-ce que c'est vrai, ambassadeur Carrière, par les créoles? Moins par les créoles anti-CRA, moins t'es un excellent professeur au Canada, que je salue d'ailleurs, je sais qu'il nous écoute. Donc, m'a pratiqué en pile et m'a prévenu, m'a retourné dans 1 an ou 2 pour plus de créoles. Est-ce qu'on aime la cuisine haïtienne? Oui. Moi, j'aime en pile cuisine haïtienne. J'adore la cuisine Qui haïtienne. plat vous préférez? Ouf, là, c'est un sujet délicat, monsieur. Je dirais, bon, j'aime beaucoup la soupe joumou. J'aime beaucoup la soupe joumou. J'aime beaucoup le griot. Petit griot, banane pesée, si vous voulez me faire plaisir, ça va. Mais j'ai mangé au caille un lambi boucané en feu. Le meilleur lambi que j'ai jamais mangé au caille. Donc, pour le moment, le champion en titre, c'est le lambi. Moi, je voulais dire merci parce que tu as accepté de me répondre à une question métropole, dans le point. Moi, j'espérais que j'ai une possibilité pendant le mandat Hollande. Mandat ambassadeur, c'est 2 ans? 2 ans, généralement. J'espérais que je suis capable de parler avec l'autre là pour aborder toute question qui a un rapport avec Haïti. Même si je voulais demander, est-ce que vous croyez que la crise politique là peut résoudre tout bon en Haïti? Oui. Moins croire dans la capacité du peuple haïtien de trouver des solutions. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur du Canada, Monsieur Sébastien Carrière, était notre invité ce matin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.